que le métier de thérapeute m'a choisi plus que je ne l'ai choisi. Donc, qu'est-ce qui m'a donné envie d'être thérapeute? Je crois que je me suis jamais posé cette question. Ça n'a jamais été une envie, ça a été plus une évidence. Donc, je dirais que depuis que je suis enfant, j'ai une partie de moi qui aime s'occuper des autres ou qui attire les gens qui ont des problèmes. Et finalement, le métier de thérapeute est arrivé, oui, comme une évidence parce que j'ai pas choisi de devenir thérapeute. J'ai plus fait de moi-même un métier. Ok. Et alors, peut-être je peux préciser ma question. À quel moment t'as réalisé que c'était un métier? En fait, j'ai quitté le foyer familial à 19 ans. Je suis parti vivre à Genève pour l'amour. Donc j'ai été papa très jeune, je me suis marié très jeune, j'ai fait ma vie également très jeune. Et je me suis inséré dans la société, on va dire. Donc j'ai fait d'abord différents petits boulots, puis j'étais courtier en assurance pendant quelques années. Et puis j'ai vécu ce qu'on peut appeler un burn-out, une dépression profonde, je dirais même immensément profonde, qui a duré quelques années. Et en fait, pendant ces années où j'allais pas bien du tout, j'avais perdu goût à la vie, j'avais plus aucun moteur de vie en fait. Je culpabilisais aussi parce que quelque part, même mon fils n'était plus un moteur. Pour moi, je me laissais aller totalement. Et en fait, dans ce moment de profonde déprime, je commençais à sortir de chez moi et, je sais pas, quelque part à me rendre utile à d'autres gens qui étaient pires que moi. Donc je passais du temps beaucoup avec des mendiants, des SDF, des Roumains à Genève. Et j'aimais leur venir en aide comme je pouvais. Puis j'attirais toujours, comme depuis que je suis enfant, des gens qui avaient besoin de conseils ou autres. Donc des fois je leur donnais rendez-vous et je leur donnais des conseils. Puis en fait, c'est là où est venue l'idée d'être thérapeute. C'est que je me suis dit, en fait, être thérapeute, c'est juste faire la même chose que je fais depuis toujours, mais en le faisant payer. Et vu que j'avais plus de travail ni rien et que j'avais du temps, j'ai commencé à faire ça. Et l'idée pour moi, en fait, là où j'ai commencé, c'est que j'ai proposé à mes amis, tout simplement, de leur offrir un rendez-vous où ils allaient me parler d'eux et de leurs problèmes et que j'allais leur donner des clés et des outils, en leur disant, si je remplis l'objectif, vous parlez de moi à vos amis, mais en disant que c'est payant. Et en fait, j'ai commencé comme ça, avec une sorte de bouche à oreille, à être thérapeute. Ok. Et donc, en fait, au départ, tu es vraiment allé à l'intuitif. Oui. Ouais. Et est-ce qu'après, tu as eu envie d'explorer, entre guillemets, des techniques? Non. Non, alors moi, j'ai aucun diplôme, j'ai fait aucune formation. J'ai juste constaté que ma présence pouvait faire du bien à certaines personnes et que mes conseils pouvaient permettre à certains de se débloquer ou autre. Puis même enfant, il y a le côté thérapeute avec des gens qui livrent leurs secrets ou qui traversent des choses douloureuses. Mais après, quelque part, il y avait aussi un aspect leadership, c'est que mes copains ou mes copines à l'école venaient souvent me demander Gwen, tiens, je sais pas comment dire ça à mes parents ou à tel prof ou au directeur. Donc, est-ce que tu peux venir avec moi et parler à ma place? Ah, ok. Donc, il y a eu beaucoup de situations comme ça où, par exemple, je me présentais pas comme délégué de classe et j'étais élu quand même. Je sais pas comment expliquer. Et puis, en fait, il n'y a pas que l'aspect thérapeute. Je sais quand j'étais ado, il y avait un aspect qu'aujourd'hui on peut appeler coach. Mais c'est que tous mes amis me disaient tout le temps, Gwen, plus je passe de temps avec toi et plus j'ai confiance en moi.
t'as une assurance et tu amènes les gens à avoir confiance en eux, à être sûrs d'eux. Par exemple, quelqu'un qui se dévalorise, mes amis me disaient des fois merci Gwen, je te connais depuis 3 mois et en fait tu m'as économisé 5 ans de thérapie. C'est que j'ai toujours eu l'art, comme ça, même avec mes ex-petites copines ou autres, de tomber sur des gens qui vont pas bien et d'en faire des papillons qui s'envolent et qui croient en la vie, en eux-mêmes, en l'amour. Et c'est très très drôle, puisque même à partir de 16-17 ans, le métier de coach n'existait pas encore. Et c'était même avant le film Hitch. Et en fait, avec mon frère et un ami, nous avions décidé de coacher des gens en séduction, en amitié ou autre. Okay. Mais vraiment pas comme un métier, de le faire gratuitement. C'est qu'on se challengeait nous-mêmes pour nous dire, puisqu'on sait faire ça pour nous-mêmes, on trouve des gens qui n'ont aucune confiance en eux et on les coach jusqu'à ce que ça marche. Et puis après, le film Hitch est sorti au cinéma. Puis on s'est dit, mince, on nous a volé l'idée. Souvent c'est ça, les idées, elles sont dans l'air et puis on les chope. Ouais, donc il y a, pour moi, c'est des approches très différentes. Il y a le côté thérapeutique, il y a le côté coaching, il y a le côté chaman, il y a le côté guérisseur. Et en fait, tous ces aspects de ma personne, donc pour pas dire de mon métier, en fait, se sont révélés être des atouts pour la suite de ma vie en tant que métier. Mais je dirais tout simplement que ça a toujours fait partie de moi. En fait, j'ai été conscient et c'est très drôle parce que aujourd'hui, dans les stages ou en séance individuelle, j'ai beaucoup de gens comme ça que j'amène à travailler sur eux, sur quelque chose qui m'anime, c'est toutes tes souffrances, tout ce que tu n'aimes pas chez toi ou que les gens dénoncent, fais-en ta plus grande qualité. Et en fait, j'ai l'impression que c'est ce que j'ai fait avec moi-même au départ, c'est que tous mes aspects médiums ou visionnaires, c'était des immenses souffrances de mon enfance, de voir la vie des gens ou de voir des flashs, des scènes, je regardais quelqu'un, je connaissais sa vie des fois, et j'en souffrais énormément. Et finalement, aujourd'hui, j'en parlais encore en stage ce week-end, aujourd'hui, en fait, tout ce qui m'a fait souffrir quand j'étais petit, maintenant, on me paye pour faire ça. Ouais. Et c'est fou. Et pourquoi c'était une souffrance, d'ailleurs, quand tu étais petit ? Parce que je me sentais différent. Et comme tous les gens qui souffrent, d'ailleurs, on se sent incompris. Donc moi, ça a commencé à 2-3 ans. Ah ouais. C'est qu'à 2-3 ans, je pense que quelque part, je suis né télépathe. Et donc, à partir de 2-3 ans, mon premier traumatisme dû à des dons ou des capacités, c'est que je regardais les gens dans les yeux et je les entendais ou je les comprenais sans qu'ils parlent. Et en fait, j'essayais de leur répondre avec mes yeux, avec mon regard. Et là, ça a été mon premier blocage, ma première souffrance, c'est qu'en fait, que ce soit ma mère ou mon père ou à l'école ou autre, les gens me disaient « Gwen, arrête de me regarder, parle ». Et du coup, j'ai bloqué cet aspect de ma personne. Puis après, c'est juste des questionnements ou des consciences sur la vie. Même vraiment très jeune, 4-5 ans, je me posais déjà énormément de questions sur le sens de la vie, sur à quoi ça sert, sur qu'est-ce que lui il fait là-bas. Et en fait, j'ai toujours été hyper observateur des êtres humains. C'est que j'en parle parfois en conférence ou en stage ou autre. C'est qu'en fait, depuis que je suis enfant, jusqu'à aujourd'hui, je continue à le faire. C'est qu'en fait, la première chose qui me traverse l'esprit quand je rencontre quelqu'un, c'est qu'est-ce qu'il a vécu dans sa vie pour être lui maintenant. Ouais. Et je dirais que j'ai pas quelque chose de plus que qui que ce soit. C'est juste que la majorité des gens ont oublié ce qu'ils avaient ou ce qu'ils étaient. Et que moi, finalement, malgré mes blessures d'enfance, c'est resté en moi. Donc, c'est pas des dons.
j'en parlais avec une amie encore ces jours-ci, qui est venue participer à mon stage. Et puis elle me disait, waouh Gwen, tout ce que tu vois chez les gens, et tu vois l'ego, tu vois l'âme des gens, et tu vois leur sous-personnalité, donc les SPPA qu'on enseigne, comment tu fais et tout. Et elle, je voyais qu'elle me fait plein de compliments, elle est très admirative. Et moi, c'est presque comme si je refusais les compliments, et je lui disais, mais c'est pas waouh, c'est normal. En fait, donc pour moi, je me sens pas au-dessus avec des dons merveilleux. J'ai plutôt la frustration, justement, de vivre avec des personnes qui ont oublié qui elles étaient. Il y a quelque chose de très joyeux chez toi, à se dire, j'ai cette lumière en plus que je peux éclairer, ça m'aide à rencontrer l'autre, en quelque sorte. Oui. Comment répondre à ça? En fait, j'ai compris que la majorité des gens ne cherchent pas à être heureux, ils cherchent à éviter de souffrir. Et ça, c'est purement l'ego. Et en fait, c'est hyper simple de se rendre compte qu'un chemin de vie, c'est un chemin de joie et de bonheur et d'amour et de paix. Et là, je vais plutôt aller sur un enseignement de spiritualité, mais quelque part, en fait, tout est une question de foi. Et c'est aussi simple que ça. C'est que, justement, au dernier stage, j'ai amené la santé holistique en partant d'une préparation aux jeunes pour aller vers des outils divers et variés d'ouverture de conscience. Donc, on a fait des exercices de médiumnité, on a fait des exercices de chamanisme, on a fait des soins. Et en fait, pour moi, tout est lié et tout est un. Et tout part juste de la foi. C'est drôle parce que quand quelqu'un me dit « Oui, j'ai mal à la tête, qu'est-ce que je fais ?» Je lui dis « Fais-toi un soin. Fais-toi un auto-soin. » Je sais pas faire. Ok. Alors dis-toi que tu sais faire et fais-le. Et c'est aussi simple que ça. C'est que si on sait ce qu'on fait avec foi, on est tous guérisseurs. On est tous chamans, on est tous thérapeutes, et on est tous un parent, un enfant, on est tout. Nous sommes tout. Et ce qui nous empêche d'être tout, c'est juste nos blessures et nos schémas de conditionnement. Donc il y a des gens qui ont appris à pas croire en eux ou autres. Et en fait, développer ses capacités, c'est sans fin parce que ça arrive en pratiquant. En fait, tout simplement. Et c'est drôle parce que moi, j'ai plein d'objectifs où je suis toujours l'enfant naïf qui veut développer ses capacités. C'est quelque part... vraiment, là, je vais dans quelque chose qui me fait rêver, mais j'y travaille pas réellement, mais c'est comme si j'ai foi. C'est que je me dis, en fait, c'est tellement illimité que je pourrais peut-être un jour réussir à matérialiser un objet ou à se téléporter. Et il y a ce côté enfant en moi qui sait qu'en fait, si j'y arrive pas, c'est juste parce que je n'y crois pas encore assez. Mais tout est possible. Tout est absolument possible. En fait, il y a juste le doute qui empêche quelque chose d'être possible. Ouais. C'est vrai que ça peut être un peu vertigineux, en fait, quand tu sais ça, parce qu'effectivement, tu as le champ des possibles qui est infini, et dans tous les domaines. Du coup, pour un humain, c'est un peu vertigineux. Oui, et dans le sens où tout est un, c'est-à-dire que même la relation d'un être humain à d'autres êtres humains est hyper puissante. C'est que justement, on a parlé auparavant de nos côtés thérapeutiques ou coach ou autres, et sans justement parler du métier, c'est quelque part, j'ai aussi vite pris conscience de l'aspect énergétique ou vibratoire
des choses, et que si quelqu'un s'assoit à côté de moi, je peux influencer son état d'être. Et la question à se poser, c'est est-ce que j'élève l'énergie des autres ou est-ce que je baisse l'énergie des autres? Et ça me rend responsable de la co-création. C'est que c'est juste des questions de choix. En fait, moi, c'est le truc que j'adore. C'est qu'en fait, la conscience nous permet de faire des choix. Quand on n'est pas conscient, on subit la vie, et on subit ce qu'on est, et on subit les autres. Et quand plus on se rend conscient, et plus on se rend responsable des choix, de sa propre vie, et des choix d'élever ou de rabaisser les autres. Donc, comment t'expliquer? C'est hyper simple. C'est, par exemple, là, tu es en face de moi. Et en fait, je me mets juste dans un état d'extrême bienveillance. Et je visualise que je t'envoie de l'énergie. Et c'est ça qui fait que nous sommes tous guérisseurs. C'est qu'en fait, on peut même guérir des gens qu'on croise dans la rue. Est-ce que tu penses que tu peux choisir tes désirs, tes envies? Dans la direction des désirs, des envies, des rêves, il y a des choix d'incarnation dès le départ. C'est-à-dire que notre âme, elle vient sur Terre pour expérimenter certaines choses bien précises, qui nous permettra de rentrer en paix et en amour. Donc, à chaque fois qu'on tombe dans le jugement d'autrui et la blessure et le conflit, c'est qu'on a perdu. Et en fait, c'est simple, un chemin de spiritualité, pour moi, c'est juste un chemin qui mène, vers la paix intérieure et la paix avec autrui. Et par contre, dans ces choix d'incarnation, qui souvent émergent dès la petite enfance. Donc il y a des signes qui nous disent « toi t'es fait pour ça, toi t'es fait pour ça », etc. Et puis ça peut changer au cours d'une vie, Dieu merci. Mais il y a quand même notre humanité qui fait que, en fonction de nos parents, de nos vies, de l'école où on va, de nos fréquentations, en fait je trouve qu'il y a une sorte de construction mentale inconsciente qui se crée de 0 à 7-8 ans, qui va faire germer des rêves et des sources de bonheur et des peurs et des sources de malheur. Et finalement, on passe, je trouve, quasiment le reste de notre vie à combler ces manques, d'une manière ou d'une autre. Donc en fait, qu'on soit docteur ou avocat, ou employé de banque, ou quoi que ce soit, qu'on soit gentil ou méchant, qu'on soit bourreau ou victime, tous les rôles qu'on joue dans notre vie d'adulte, c'est juste des manières de combler un manque affectif qu'on n'a pas eu quand on était petit. Nous sommes juste, en fait, finalement, des mendiants de l'amour. Toute notre vie, en fait, le but, c'est qu'on nous regarde et qu'on nous aime. Et l'être humain est fondamentalement égoïste, égocentrique, mais c'est quelque chose que je ne trouve pas malsain, parce que nous sommes tous le héros de notre propre vie. Et quelque part, ça va être un peu bateau de conclure là-dessus, mais le fait de sortir de ces schémas, donc des rêves, des envies, des désirs et de ce qu'on veut accomplir sur Terre, ça passe seulement par le fait de s'aimer soi-même. En fait, il y a un moment où on se dit, bon, c'est pas un voyage ou une relation amoureuse ou un public qui applaudit qui va faire que je me sens exister. C'est moi avec mon âme et ma conscience. Pour moi, les choix, c'est chaque jour de notre vie et 50 fois par jour. Je choisis de me lever ou pas, je choisis de sourire ou pas, je choisis tout. Donc, tout est choix. Après, je peux parler de mon expérience sans en faire une règle de spiritualité, parce que j'aime pas sombrer dans le dogmatisme.
Mais c'est vrai que, quelque part, pendant longtemps, j'ai été un chercheur. En fait, la conscience, c'est ma passion. Donc, j'adore les prises de conscience. Et je parle avec mon âme, je parle avec mes guides. Je fais pas mal de choses pour me rendre plus conscient. Et en fait, c'est très drôle parce que la majorité de mes plus grandes prises de conscience m'ont montré qu'en fait, il n'y a rien à chercher. Donc j'avais beaucoup de questionnements sur la vie, sur le temps qui passe, sur quelle est ma mission de vie. Et en fait, tout ça, ça n'existe pas. En fait, tout est illusoire. Et il n'y a que être heureux maintenant qui est important. Donc finalement, après avoir cherché de la conscience, je me rappelle pendant 15 ans, un jour je communique avec mes guides spirituels et puis je leur demande où est-ce que mène le chemin, la quête de spiritualité. En fait, ils m'ont répondu, il n'y a pas de chemin, il n'y a pas de quête. Il n'y a pas de marche. Il n'y a rien. C'est maintenant seulement. Et en fait, c'est là où ça devient fascinant, c'est que le temps, c'est une création de l'ego. Et je vois beaucoup de gens dans les milieux de la spiritualité qui cherchent la vérité, ou qui cherchent la conscience. Et en fait, c'est un chemin sans fin, vu qu'il n'y a pas de chemin. Donc, et le pire de tout, je trouve, c'est que du fait qu'il n'y a jamais un jour de notre vie où on va se dire j'ai la vérité ou j'ai la conscience. Bah, en fait, ce chemin, s'il mène à ça, la vérité c'est que, ou la conscience universelle c'est ça, en fait, c'est juste un témoignage que finalement on est dans l'ego spirituel et qu'on doit reprendre à zéro. Comme on est au présent, je voulais te demander, aujourd'hui, qu'est-ce qui te procure le plus de plaisir dans ton métier de thérapeute ? En fait, j'en ai aucune idée. Ouais. J'ai aucune idée, je sais pas quoi te répondre. En fait, ce qui me procure le plus de plaisir, c'est d'être moi-même et de rendre des gens heureux. Ouais, c'est une réponse. C'est que je me rends heureux en rendant des gens heureux et ça me rend heureux et c'est sans fin aussi. Donc, ce qui me rend heureux, mais encore une fois, je reviens comme au point de départ, c'est qu'en fait, mon métier, pour moi, c'est pas un métier. Mon métier, c'est d'être moi-même. Ouais. Et de permettre aux personnes qui viennent me voir d'être elles-mêmes. Donc, je pourrais dire que j'ai le plus beau métier du monde. Parce que je me sens en paix avec ce que je fais. Je me sens en paix avec ce que tout le monde fait. En fait, c'est comme si tout le monde fait ce qu'il a à faire maintenant. Et il n'y a rien de bien ou de mal. Tu vois, par exemple, tout à l'heure, je rebondis aussi sur le fait que tu as parlé de dualité. Et moi, je ne crois pas du tout en la dualité. Et je trouve ça très drôle quand certaines personnes me disent « Oui, mais tout est dualité ». Et puis ouais. je suis là, bah non. Enfin, tout est dualité parce que tu penses que tout est dualité. Ouais. Mais c'est-à-dire c'est vraiment un courant dans le monde de la spiritualité, quoi. On parle beaucoup de ça. Oui, mais encore une fois, c'est quelque chose que je respecte totalement parce que, en fait, pour moi, les courants de spiritualité ne s'opposent pas. Moi, je ne fais pas un travail d'opposition, je fais un travail d'unification. C'est qu'il y a beaucoup de gens qui demandent est-ce que tu es bouddhiste ou taoïste. Bah, je sais pas, je suis les deux, je suis tout. Est-ce que tu es chrétien ou est-ce que tu es chaman? Comment tu fais pour être à la fois l'un et l'autre? Tu parles à Dieu, tu parles à l'univers, tu parles à la terre-mère, tu parles au guide. Bah oui, j'aime tout. J'aime tout, je crois en tout.
Je crois en tout ce qui fait du bien à quelqu'un. Donc après, si certaines personnes veulent croire en la dualité et d'autres en l'unité et d'autres en rien, bah, c'est très bien, c'est leur chemin. Donc en fait, ça existe parce que tout existe. Je sais plus trop quoi te dire là-dessus, parce que je vais plus aller alors dans la direction de l'aspect dogmatique. C'est quelque chose que je trouve extrêmement dangereux, en fait, dans la spiritualité actuelle, d'ailleurs. C'est que les gens oublient que la spiritualité, c'est que de l'amour. Donc, des fois, je suis confronté à des courants de spiritualité où, des fois, on me pose la question... je prends vraiment des exemples... Enfin, pas au hasard, le hasard n'existe pas. Donc, des exemples que j'entends en ce moment. Oui, les accords Toltec... que ta parole soit impeccable, ne prends rien personnellement. Et puis moi, je leur dis, moi, ce bouquin, il ne m'intéresse pas. Et il y a des gens qui partent au quart de tour. Comment tu peux ne pas aimer ça ? Ou des fois, on me demande, ouais, Gwen, est-ce que Ho'oponopono, c'est bien ? Et puis je dis, c'est bien pour ceux qui trouvent que c'est bien. Moi, je pratique pas ça, je crois pas au pardon. Et en fait, c'est comme si à chaque fois qu'on touche les valeurs de quelqu'un, il part en guerre pour prouver que sa méthode, c'est la meilleure, et que sa spiritualité, c'est la meilleure. Donc finalement, il sort de l'amour et on n'est plus dans la spiritualité. Si on dit ça c'est vrai et ça c'est faux, c'est que déjà on oppose des choses et on est conflictuel. Donc voilà, je trouve que c'est dangereux aujourd'hui dans les courants de pensée. Beaucoup de personnes sont dans des chemins de spiritualité qui les amènent à être des dictateurs d'une pensée unique, justement sans se rendre compte qu'ils sortent de la paix et de l'amour, et qu'en fait on est dans la division. T'as dit quelque chose qui m'intéresse, parce que du coup là, entretien libre, hein, donc on se laisse porter, et tu dis je crois pas au pardon. J'ai aucun avis là-dessus, hein, c'est juste que ton avis m'intéresse. Quand tu dis je crois pas au pardon, pourquoi tu dis ça ? C'est intéressant, j'ai déjà hésité à faire des vidéos là-dessus, mais voilà, ça va être le cas. Parce que justement, en fait, il y a des valeurs très profondes auxquelles il ne faut pas toucher, parce que ça réveille les égos de trop de monde. Et le pardon, c'est une valeur universelle dans maintes et maintes spiritualités. Et en fait, c'est très drôle, parce que c'est là où on voit les familles d'âmes, c'est que les gens avec qui je travaille, on en discute souvent de certaines notions spirituelles, et on tombe d'accord sur des choses dont le pardon et qui sont totalement à contre-courant de tout. Étant donné que je prône l'unité, en fait, il n'y a rien à pardonner. Parce que quand je pardonne à quelqu'un, c'est que je me pose en victime. Je te pardonne. En double langage, voire en triple langage, je te pardonne, ça signifie « tu m'as fait du mal, je suis une victime ». Et toi, t'es méchant. Et tu m'as fait du mal amène à la dualité. Et vu que dans l'unité, il n'y a pas de bien et de mal, il n'y a pas de pardon. En fait, le pardon disparaît immédiatement. C'est logique. Donc je prône l'acceptation. C'est que tout est juste. Et dans cette conscience de l'unité, donc il n'y a plus de pardon, il n'y a plus de dualité, il n'y a plus de victimes et bourreaux et sauveurs, il y a plus que des choix. Il n'y a plus que des choix et de l'acceptation et de la co-création. C'est que dans mon enseignement, nous sommes responsables de notre co-création. Donc, ça signifie que si quelqu'un me fait du mal, c'est parce que, consciemment ou inconsciemment, on s'est attiré l'un l'autre pour accomplir quelque chose qui va nous permettre de grandir tous les deux. Donc, je ne peux pas jeter la pierre à quelqu'un alors que c'est mon inconscient qui lui a demandé de me faire quelque chose. Donc, quand quelqu'un nous blesse ou nous fait du mal, et qu'on n'est plus dans la dualité, finalement, il ne reste plus que des enseignements. Ouais. Je prends l'enseignement ou je ne prends pas l'enseignement. Je prends l'enseignement, j'évolue vers plus d'amour. Je ne prends pas l'enseignement, je rentre dans mon ego, je jette la pierre à l'autre, je suis une victime, et du coup, je crée le karma. C'est que puisque j'ai pas fait la paix avec cette situation, la vie va me faire revivre
la situation tant que j'ai pas pris l'enseignement d'amour et de paix. Donc finalement, si on ne se guérit pas et qu'on reste dans cette dualité, ben on ne se réalise pas, je dirais. Ça c'est marrant parce que là, tu vois, je l'ai pas entendu avant, mais là, le mot guérir, il m'interpelle en fait. Dans cette façon, tu vois, de voir les choses. Du coup, le mot guérir, pour moi, il fait plus trop sens. Mm-hmm. Et je sais pas. Oui. Après, le vocabulaire est très limitant. Parce qu'il y a beaucoup de notions auxquelles on croit ou on ne croit pas, mais on est obligé de s'exprimer avec des mots ou des termes qui sont utilisés communément. Donc par exemple, là, je te parle de pardon, mais par contre, j'ai beaucoup d'amis qui me disent « Gwen, toi, t'es le mec qui dit le plus pardon, je m'excuse » ou « merci » que j'ai jamais vu de ma vie. Mais parce que en fait, c'est la politesse. Donc quand je vois que je blesse quelqu'un, je lui dis pardon, je m'excuse. Mais c'est plus du verbal. On n'est pas dans la spiritualité, on est dans humain, quoi. Ouais, voilà, on est dans quelque chose qu'on a appris à faire parce que c'est comme ça que ça se passe. Donc pareil, parler de guérison ou parler d'accomplissement ou autre, ou de réalisation, ce sont des mots pour que les gens comprennent. Ouais. Mais parfois, en fait, on n'a pas le choix d'utiliser certains termes quasiment, sinon il faudra inventer un nouveau vocabulaire. C'est comme, par exemple, je te dis que le temps n'existe pas, et des fois, il y a des gens qui me disent « Oui, mais tu fais faire des voyages intérieurs vers les vies antérieures. Ouais. » Je leur dis « Oui, mais ça s'appelle comme ça. Ouais. » Mais il n'empêche que pour moi, elles ne sont pas antérieures, les vies. Elles sont en même temps. Donc, il y a vie parallèle. Voilà, donc quelque part, je suis obligé de me limiter par des mots pour que les gens me comprennent. Donc effectivement, guérison, maladie, bah, c'est notre humanité. Notre âme n'est jamais malade. Notre âme, on n'a pas besoin de la guérir. La question que là j'aimerais te poser, même si tu as déjà répondu, on va dire, mais voir un petit peu comment toi ça te parle, comment tu décrirais la particularité de ton approche dans on va dire dans ta thérapie, puisqu'il faut mettre un mot, même si toi aujourd'hui tu vois ça résonne pas tellement, mais est-ce que tu arriverais à mettre des mots dessus sur la particularité de mon approche par rapport avec tu vois avec les gens. C'est pas une question simple, hein. Mais alors, je dirais que la particularité de mon approche, c'est d'amener la spiritualité dans la matière. Et en fait, pour moi, c'est ça qu'il y a de vrai. C'est de sortir d'une spiritualité mentale, intellectuelle, pour faire des choses, en fait. Donc je dirais que mon approche ne mène pas à la réflexion, mais à l'action. De mettre la conscience au service de ses actions. Et de mettre ses actions au service de sa conscience. Donc incarner la spiritualité, pour moi, c'est primordial. C'est que quand je termine une séance individuelle ou un stage ou une conférence, je dis souvent aux gens, ne réfléchissez pas à ce que je viens de dire, faites-le. Donc, le faire, c'est justement sortir des mots. C'est aussi pour ça que dans mon entourage, par exemple mes amis ou ma famille, ils savent que mon métier, c'est d'enseigner, de parler de spiritualité, mais une fois que j'ai fini de bosser, j'ai plus envie d'en parler du tout. J'ai envie de l'être. Ouais. Et l'être, c'est sourire, c'est ramasser un papier par terre, c'est rendre un service, c'est se rendre heureux, rendre les autres heureux. Donc, justement, je vois aussi, on parlait de spiritualité auparavant, et il y a aussi quelque chose qui m'agace, justement, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui sortent des belles phrases et qui pensent que c'est ça, être spirituel. Et ça mène à des
des gens qui savent beaucoup de choses mais qui ne font pas grand-chose. Dans ces modes ou ces tendances, je trouve ça drôle justement parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent ah ben tiens, quand tu fais ça, c'est ton ego. Mais en fait, ça sert à rien de le dire. C'est que si on voit que c'est l'ego de l'autre qui se réveille, il faut pas lui dire c'est ton ego, il faut adapter son comportement. En conscience, ben tiens, je vais réveiller son ego, donc il a une blessure là, et moi j'ai touché sa blessure, donc je me remets en question moi, je montre pas l'ego de l'autre. Justement, je trouve ça très intéressant. Je termine aussi avec cette anecdote, puisqu'on me pose souvent cette question, et pour moi ça répond à ta question. Il y a beaucoup de gens qui me disent ton fils, qu'est-ce qu'il doit être conscient de vivre avec toi ou d'être à ton contact avec ton enseignement de spiritualité ou de santé d'ailleurs et de spiritualité. Et en fait je leur dis alors mon fils, pas du tout. Pas du tout. Il a quel âge? Il a 14 ans maintenant. Ah oui. Donc, c'est-à-dire, j'explique aux gens, moi mon fils, je lui ai jamais parlé de son ego, de ses sous-personnalités, de son âme. Je lui donne pas des enseignements, c'est pas mon élève, c'est pas mon disciple, c'est mon fils. Donc je le traite comme un enfant. Et justement, également dans mes blessures, moi j'ai beaucoup souffert d'être trop conscient, trop jeune, d'être sorti trop tôt de l'insouciance. Et donc j'ai eu à cœur de maintenir mon fils le plus longtemps possible dans un état d'enfance. Qu'il vive pleinement son enfance. Donc j'ai fait en sorte justement de jamais lui parler de spiritualité ni rien, mais de l'être. Et c'est très drôle parce que des fois je lui amène des notions sans faire exprès on peut appeler ça de la spiritualité, mais sur la loi d'attraction, la manifestation, la création de sa vie, mais sans utiliser ces mots-là. Hein. Et puis, donc des fois, je lui dis, écoute, Rafali, quand tu es souriant et bienveillant avec les autres, les gens t'aiment. Et quand tu fais le dur, en fait, tu crées une image pour une réputation, mais en fait, ça sert à rien. Et il me fait, oui, je sais, mais tu sais, je fais exprès. Il me répond. Il fait, je sais très bien que si j'ai tel comportement, les gens vont réagir de telle manière et tout. Et il fait, j'en joue. Et tu es bien conscient alors. Et je me dis, waouh, je crois que c'est ça la clé. C'est quand on parle plus de spiritualité, on l'est. C'est un peu... j'ai eu cette vision là, hier ou avant-hier dans un stage où je parlais justement de la loi d'attraction. Qu'est-ce que j'attire si je prends un bouclier? J'attire des attaques. Et qu'est-ce que j'attire si j'ai une arme? J'attire des boucliers. Donc quelque part, je sors sans défense, sans arme face à la vie en me disant que tout est merveilleux, donc j'attire des choses merveilleuses. Et donc, il y a un film que j'adore qui s'appelle Hero. C'est un film chinois. Je connais pas. Ouais. Et la fin du film est conclue donc par le héros qui est un maître d'arts martiaux, et qui décide d'arrêter la guerre. Et il dit, en fait, le véritable maître d'armes, c'est celui qui n'a plus d'épée ni dans la main, ni dans le cœur. Et je trouve que c'est un magnifique enseignement de spiritualité. C'est ne te bats plus, n'évite plus des choses, n'essaye pas de convaincre les autres. Quelque part, ne parle plus de spiritualité. Vis. Est-ce que c'est plus facile d'être toi dans ton métier ou dans la vie? Nous sommes des êtres multiples, donc je suis différent dans mon métier et dans ma vie de tous les jours, mais les deux sont moi. En fait, c'est très simple. Il y a la capacité d'adaptation de chaque être humain. On est différent avec ses enfants, ou avec ses parents, ou avec ses collègues, ou avec ses patients, ou quand on est dans la rue, ou quand on est dans la campagne. Mais en fait, tout... C'est là où je touche les... Oui. Ouais, moi je maîtrise pas. En fait, tout est nous-mêmes. Ça veut dire que
Non, c'est un ressenti en fait. Que j'ai l'impression que dans ton métier, et comme tu l'exprimes, tu dis je sens vraiment une respiration. Dans mon métier, je suis moi. Tu vois ? Et tu le formules comme ça, c'est pas commun. Tu vois, de dire mon métier, c'est d'être moi. Tu vois ? Pour moi, ça serait ta particularité, par exemple. Ça pourrait l'être. Mais de toute façon, c'est pas moi qui l'ai inventé, hein. Ça existe depuis toujours. Moi, j'adore Confucius, c'est un de mes maîtres spirituels. Puis Confucius disait si tu aimes ton métier, jamais de ta vie tu ne travailleras un seul jour. Oui. Donc c'est aussi simple que ça, et c'est ce que j'amène aussi aux gens à faire quand les gens cherchent un métier ou autre, ou comment on éduque nos enfants. J'en parle souvent avec Tal sur l'éducation, ou avec Johan ou Jean-Marie. C'est vrai que nous, on arrive à une conclusion qui est souvent, en fait, le but, c'est d'amener les gens à faire d'eux-mêmes un métier. Ne choisis pas un métier. Ne t'adapte pas à la société. Fais de toi ton métier pour que la société s'adapte à toi. Et je crois que c'est ça l'avenir dans le monde du travail. C'est qu'on ne va plus dire tu veux faire quoi dans la vie. On ne va plus demander ça à un enfant. C'est ça, on demande à un enfant qu'est-ce que tu veux faire dans la vie. En fait, faut lui demander qu'est-ce qui te rend heureux. Et à partir de là, son métier, ça sera lui. Donc, après, pour moi, tout ça, c'est pas des choses figées. Et c'est pour ça que je précise plusieurs fois dans cette vidéo que pour moi, c'est pas un métier. C'est que, justement, étant conscient que la vie, c'est maintenant, je pars pas je suis pas carriériste. Il y a des gens qui me disent « Oui, Gwen, t'as 34 ans, imagine comment tu seras quand tu auras 50 ans. » Ou « Qu'est-ce que tu comptes faire après ? Maintenant, tu fais des stages, des conférences, est-ce que tu vas écrire un livre ou est-ce que tu veux toucher les gens à plus grande échelle ?» Puis moi, je me dis je me pose pas ces questions. Sinon, ça me sort de maintenant. C'est que je verrai quand j'y serai. Ouais. Et en fait, si ce métier me rend heureux maintenant, je le fais maintenant. Et si l'année prochaine ou dans 10 ans, ça me parle plus ou je m'épanouis plus, je ferai autre chose. D'ailleurs, tu goûtes à l'aventure, là, à plusieurs... dans le cadre toujours un peu de ce métier, entre guillemets. Mais tu goûtes plusieurs aventures, comme tu vas explorer. Je pense à une expérience au Maroc. Enfin, c'est des choses un peu... Tu tentes... T'as un désir d'explorer, quand même. D'aller essayer des choses. En fait, c'est très simple. C'est comme ça aussi, je me permets de donner conseil à ceux qui veulent devenir thérapeute ou enseignant ou autre. On me demande souvent comment je fais pour en être déjà là, si jeune. Et c'est très drôle, j'en parle aussi avec des amis qui sont enseignants. Souvent, je réponds je fais rien. je fais rien. J'ai jamais pris un téléphone pour appeler un organisateur ou proposer mes services à quelqu'un. En fait, c'est comme si, justement, on parlait du niveau énergétique et vibratoire. Je pars juste de l'idée, Gwen, fais ce que tu as à faire. Et en fait, quand je fais ce que j'ai à faire, les portes s'ouvrent devant moi. Je me suis jamais dit, il faut que je fasse ça, puis des stages, puis des conférences, puis des voyages. Je me suis jamais dit ça. Je me suis jamais fait un plan de route. Je prends chaque jour comme il vient. Je fais ce que j'ai à faire en âme et conscience. Ça plaît à certaines personnes. Ils m'appellent, ils m'invitent. Et en fait, c'est ça aussi la subtilité, c'est qu'en fait, moi, je suis ouvert à tout. Je me méfie de rien. Je suis ouvert à tout ce qui se présente à moi. Donc, quelqu'un m'appelle pour me proposer un projet. C'est pas que j'accepte tout, mais c'est que je pars de l'idée que si ça se présente à moi, c'est qu'il y a une raison. Donc, en fait, ça s'est ouvert très vite à me proposer des conférences ou autres, ou des conférences sur Internet. Je sais pas pourquoi, en fait. Je pense que tu as dit, c'est énergétique. Ouais, c'est... Et quelque part, c'est venu naturellement. Oui, mais après, justement, je suis conscient que en fait, tout peut partir aussi vite que tout arrive.
C'est aussi pour ça que je préfère savourer l'instant présent, sans être carriériste. Parce que sinon, je me bats pour un rêve professionnel ou humain, parce que tout est lié. Puis d'ailleurs, je vois que comment dire, comme je t'en ai parlé avant, les cheminements viennent de l'enfance. Et que aussi, si je suis devenu thérapeute ou humaniste, parce que pour moi, encore une fois, c'est pas un métier, thérapeute ni humaniste, c'est des états d'être. Ça part d'une blessure aussi que j'ai depuis que je suis petit, qui est... on parle souvent des blessures de l'âme, mais en fait, pour moi, l'âme n'est jamais blessée, c'est notre ego, en fait, qui est blessé. Et en fait, on cite l'injustice. Et en fait, moi, je ne peux pas dire que j'ai une blessure d'injustice. En fait, c'est comme si très jeune, peut-être vers 4 ans, 5 ans, en fait, pour moi, la justice, ça n'existe pas. C'est même pas une blessure. C'est que j'ai regardé la vie et je me suis dit, tout est injuste. Ah oui. Ouais. T'as un souvenir précis qui t'a fait ressentir ça? Oui, je suis métisse. Donc, j'ai vu les blancs, les noirs, comment ils se traitent les uns les autres. Les riches, les pauvres, les hommes, les femmes. En fait, toute forme de séparation est injuste. Donc, du coup, c'est pour ça que je pense que je prône l'unité. Ouais. C'est que c'est pas une blessure d'injustice, mais j'ai juste remarqué qu'en fait, l'être humain, il divise tout le temps. Et donc, j'ai abandonné l'idée de justice, mais malgré tout, même si je crois pas en la justice, ma vocation, on va dire, elle part de là, alors. Si tu voulais un souvenir. Ouais. Je crois que c'est vers 4-5 ans où justement j'ai vu l'horreur du monde. Ça me fait des émotions, hein, désolé. Et j'ai fait un contrat avec moi-même. J'ai fait le contrat avec moi-même. Je me rappelle parfaitement de la phrase. Je sais pas si c'est moi d'ailleurs, ça doit être mon âme. J'ai entendu une phrase qui m'a dit « Gwen, tu quitteras pas cette vie sans avoir changé le monde ». J'en parle parfois aussi en conférence ou en stage. Je pars de l'idée, je veux changer le monde. En fait, tout petit, je veux changer le monde. Je veux participer à un monde meilleur pour qu'il n'y ait plus d'enfants qui vivent des horreurs ou de femmes ou... Enfin voilà, et après j'explore mes vies antérieures et c'est mes blessures de vie antérieure en fait, quelque part que j'incarne dans cette vie-ci. Ouais. Et aujourd'hui ça te fait ta force? Ouais, non, j'aime pas la force. Ça fait mon authenticité. Ah ok. Mais après ce chemin de je veux changer le monde, c'est trop drôle, j'ai pas mal d'amis, ils me demandent « Ouais mais Gwen, tu y crois vraiment qu'on va changer le monde ?» Ou tu dis ça pour avoir du succès professionnel quoi. Je leur dis, mais moi j'y crois à fond. Si tout le monde se rend responsable de lui-même, on change le monde en une semaine. C'est hyper simple. Et puis, justement, dans mon chemin de vie, je constate aussi que j'arrive pas à changer le monde, puisqu'il y a des guerres, il y a des conflits, il y a des gens qui se font du mal les uns aux autres. Bon, j'arrive à œuvrer à ma petite échelle, mais je change pas le monde en entier. Enfin, pas comme j'aimerais. Et au lieu d'être frustré, je vois aussi... En fait, je comprends certaines choses. En fait, l'être humain est paradoxal. On a des rêves et puis en même temps, on se dit qu'il n'y a rien à faire et je veux changer le monde, mais en même temps, j'aime le monde. Je me rappelle d'une fois, je crois que j'étais... je sais plus si j'étais à Madagascar ou au Maroc ou en Tunisie ou n'importe quoi, enfin, mes derniers déplacements, où un soir, je me retrouve devant la mer. Donc je suis sur une plage et je regarde les vagues. Et là, je me rends compte de quelque chose, en fait, dans la notion de temps. C'est que je me dis, il y a des milliers, des millions, des milliards de vagues. C'est incessant. Aujourd'hui, demain,
dans 50 ans, dans 1000 ans, et il y a des millions d'années, il y avait déjà des vagues qui s'échouaient sur cette plage. Et en fait, quoi qu'on fasse, nous, êtres humains, pour changer le monde ou pas, pour tuer des animaux ou tuer d'autres êtres humains, et finalement, que nous vivions ou pas, et quoi qu'un être humain puisse accomplir dans sa vie, ben, ça changera pas le fait qu'il y aura toujours des vagues qui s'échouent sur cette plage. Et c'est là où, en fait, on se rend compte que à la fois, le but, c'est de se rendre utile et responsable de la vie, de sa propre vie, mais à la fois, finalement, on ne changera jamais le monde tel qu'il est. C'est qu'en fait, le monde ou l'univers existe indépendamment du rôle de chaque être humain. C'est comme si, quelque part, je fais de mon mieux, mais tout en étant conscient que, de toute façon, les vagues vont continuer à venir sur une plage.